Professeur, vous êtes un des panélistes ayant exposé sur le thème la nécessité d'opérationnalisation de la répression du crime d'agression en RDC aux travaux des États généraux de la justice. Quels sont les éléments constitutifs du crime d'agression, exemple du crime dont notre pays est victime? Alors merci monsieur Jeff Ngoï. Surtout merci de l'invitation et du souci que Radio Okapi a de pouvoir vulgariser les questions de droit. Évidemment, c'est une question très importante. Voilà pourquoi les organisateurs de ces états généraux ont voulu que ce thème puisse passer, la question du crime d'agression, parce que de plus en plus, nous parlons de l'agression dans notre pays. Déjà, avant même que j'arrive à votre question sur les éléments constitutifs, et je voudrais faire une précision. Lorsque nous parlons du crime d'agression, il faut faire la différence avec l'agression. Parce que l'agression, c'est l'acte d'un État. C'est l'État qui prend les armes contre un autre État. Et le fait pour l'État de prendre des armes contre un autre État, c'est ça qu'on appelle l'agression. Maintenant, le crime d'agression, c'est le fait pour les représentants des États d'avoir ordonné que leur armée puisse prendre les armes contre un autre État. Donc l'État va répondre de l'agression, mais les individus représentants de l'État, eux, ils vont répondre du crime d'agression. Et pour répondre de l'agression, on va à la CIJ, mais pour répondre du crime d'agression, on va à la Cour pénale internationale. Et donc, quand on est dans le crime d'agression, qui est un crime individuel, le tout premier élément qui peut être considéré comme une condition préalable, c'est d'abord l'existence d'un acte d'agression. Premièrement, il faut qu'il existe un acte d'agression. Ça veut dire, comme je l'ai dit, que l'État puisse prendre les armes contre un autre État. Et que cet acte-là soit un acte contraire à la Charte des Nations Unies, parce que c'est à partir de la Charte des Nations Unies que l'agression est condamnée, et cette agression a été définie par la résolution 3314 de 1974, qui considère l'agression comme le fait de recourir à la force armée contre la souveraineté, contre l'indépendance politique et l'intégrité territoriale d'un autre État. Et ça, c'est d'abord le préalable. Mais deuxième chose, il faut que des hauts représentants des États qui sont dans le domaine politique, par exemple les chefs de l'État, par exemple le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée, les présidents du Sénat, ceux qui ont le contrôle de l'action politique de l'État, ils doivent, eux, donner des ordres, en fait, participer à la commission de ces actes, mais également des représentants militaires, par exemple un général chef chargé des opérations. Donc le deuxième élément pour parler de l'agression est c'est la qualité au fait de l'auteur. Et cet auteur doit être soit un dirigeant politique de l'État, soit un dirigeant militaire au sein d'une armée étatique. Et au troisième niveau, c'est que ces hauts représentants doivent commettre ce qu'on appelle les actes de commission. Il faut qu'il y ait des actes de commission, et parmi ces actes de commission, nous avons la participation, la préparation, le lancement et l'exécution. Parce que les crimes d'agression, ce n'est pas un crime où il faut commettre par omission ou par imprudence. Non, c'est un acte de commission. Si vous n'avez pas participé à la commission, vous ne pouvez pas être poursuivi. Mais si vous avez aussi préparé, mais qu'il n'y a pas eu agression, parce que j'ai dit la première condition, c'est qu'il faut qu'il existe d'abord l'agression. Mais si un chef d'État donne l'ordre qu'on agresse par exemple un État, mais que cet ordre-là n'a pas été exécuté, on ne pourra pas le poursuivre des crimes d'agression, parce qu'il aura peut-être, il aura donné l'ordre, il y aurait peut-être une préparation, mais tant qu'il n'y a pas eu exécution, il y aura pas agression. Et donc, c'est à ces trois niveaux. Donc, première condition, il faut qu'il existe l'acte d'agression. Deuxième élément, c'est la qualité. Il faut que la personne qui commet cet acte-là soit un représentant de l'État dans la sphère politique ou militaire. Troisièmement, il doit commettre des actes de participation. Mais en dernier lieu, comme c'est un crime, il faut qu'il y ait un élément intentionnel. Ça veut dire qu'il doit savoir que l'acte qu'il a commis, c'est un acte qui est contraire à la Charte des Nations Unies. Et donc, c'est ça qu'on appelle en droit l'élément intentionnel. Donc, la connaissance du fait que l'acte qu'il commet ou l'ordre qu'il a donné d'attaquer un État
est suffisamment est contraire à la Charte des Nations Unies. Donc au niveau des éléments constitutifs, c'est un peu de cette manière qu'on peut présenter ça. Alors prenons l'exemple de la RDC. Elle est victime d'agression ou de crimes d'agression? La RDC est victime d'abord d'agression parce que aujourd'hui, bon, on ne va plus les cacher parce que tous les rapports sont là. Tous les rapports pointent le Rwanda parce qu'aujourd'hui nous avons le M23 qui a une alliance avec l'armée rwandaise. Et au sein de cette coalition, l'armée rwandaise, le fait déjà qu'ils fassent des incursions, ils commettent des actes d'invasion parce qu'ils se retrouvent sur les territoires de la République démocratique du Congo sans autorisation et ils commettent des exactions. Déjà à ce niveau, la RDC est victime d'agression. Mais maintenant, les autorités rwandaises qui ordonnent ces actes, puisque c'est les recours à la force armée contre la souveraineté de la RDC, eux, ils commettent les crimes d'agression et ces crimes d'agression victimisent également la République démocratique du Congo. Parce qu'en matière d'agression, de crime d'agression, les débats, il est là. C'est que, quelle est la victime? Quel est l'auteur? L'auteur, c'est un individu, mais la victime demeure toujours l'État. Parce que c'est l'État qui subit les préjudices des actes. Ce n'est pas un individu. L'individu ne peut pas être victime des crimes d'agression. L'individu est victime plutôt des crimes qui se commettent à l'occasion de l'agression. Parce qu'à l'occasion de l'agression, on peut violer les droits fondamentaux des individus qui peuvent être qualifiés en crime de guerre. Ça peut devenir un crime contre l'humanité. Il peut y avoir aussi un crime de génocide. Et donc un individu ne peut pas dire qu'il est victime d'un crime d'agression. Les individus sont plutôt victimes des crimes des crimes qui se commettent à l'occasion de l'agression. Parce que c'est l'État qui est victime. C'est l'État qui est victime et de l'agression et du crime d'agression, parce que les éléments qui sont protégés, c'est la souveraineté d'un État, c'est l'intégrité territoriale, c'est l'indépendance politique. Ça, ce ne sont pas des valeurs qu'on peut attribuer à un individu. C'est des valeurs qu'on attribue à l'État comme entité abstraite. Et c'est comme ce que nous avons vécu à Kisangani. 2 armées étrangères qui se sont battues, l'Ouganda et le Rwanda. C'était l'agression. Oui, parce que ils se battent sur les territoires congolais et ils ont commis des exactions. Déjà, le simple fait qu'ils se retrouvent sur ces territoires, tant que c'est pas autorisé par la République démocratique du Congo, c'est des actes d'agression. Mais la difficulté avec l'agression, c'est qu'il y a un seuil de gravité. Parce que ce n'est pas tout recours à la force armée qui est qualifié d'agression. Il faut que ces recours à la force armée atteignent un certain seuil de gravité. Et au niveau de la doctrine, tous les débats, c'est à ce niveau. Et là, vous avez les conseils de sécurité qui, devant telle situation, peut considérer que c'est un acte d'agression, mais devant un autre, ce n'est pas un acte d'agression. La preuve, tout ce qui se passe à l'est du pays, le conseil de sécurité n'a jamais pris une résolution considérant que c'est un acte d'agression. Mais au moins, visiblement, on sait comprendre que le seuil de gravité a déjà dépassé même la limite fixée pour le crime d'agression ou l'agression, bien que cette limite est encore très abstraite. Il y a des débats sur cette question des seuils de gravité. Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Okapi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi. Professeur Espoir Massamaki, maintenant comment opérationnaliser la répression de l'agression et du crime d'agression ou de l'acte d'agression? Alors, ici, l'opérationnalisation ne doit pas concerner l'agression. L'agression est déjà définie. L'agression, je l'ai dit, c'est un acte de l'État. Ce qu'il faudrait opérationnaliser dans le cadre de la RDC en tant que pays victime, c'est le crime d'agression. Et ce crime d'agression a déjà été défini par le statut de Rome à l'article 8 bis du statut de Rome depuis la conférence de révision de Kampala en 2010. Notre État, la RDC est un État parti à la Cour pénale internationale. Alors, de manière pratique,
pour opérationnaliser cette répression au regard des travaux de Kampala, il faudrait d'abord que la RDC commence par ratifier les amendements de Kampala sur les crimes d'agression, parce que nous n'avons pas encore ratifié ces amendements-là. Mais la deuxième chose, il faudrait que la RDC, après avoir ratifié, puisse adapter sa législation nationale. C'est-à-dire intégrer ces crimes-là qui se trouvent dans les statuts de Rome au niveau de notre code pénal. Et concrètement, il faut modifier notre code pénal, modifier les dispositions du code pénal qui ont intégré les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et les crimes de guerre. On ajoute un quatrième crime qui est les crimes d'agression, après avoir naturellement déposé les instruments des ratifications. Mais en dehors de ça, il y a d'autres lois qu'il faut modifier, notamment la loi sur les juridictions de l'ordre judiciaire, l'article 91 qui reconnaît à la Cour d'appel la compétence de juger ces 3 crimes de la compétence de la Cour pénale internationale. Comme on aura intégré dans le code pénal congolais, il faudra aussi modifier l'article 91 pour ajouter les crimes d'agression de manière à ce que les juridictions congolaises maintenant puissent avoir la compétence de juger. Des réformes que vous avez proposées aux États-Unis. Et ça fait partie justement... On va en parler oui. Plus loin. Maintenant, qui est censé rendre cette répression opérationnelle? C'est la responsabilité de l'État, parce que celui qui ratifie, c'est l'État. Et au regard du statut de Rome, l'acte de ratification doit venir de l'Assemblée. L'autorisation de ratifier doit venir de l'Assemblée. L'Assemblée doit autoriser le président de la République de pouvoir ratifier. Et avec cette loi d'autorisation des ratifications, le président de la République va signer les documents nécessaires. Ça veut dire que la première autorité, c'est l'Assemblée nationale qui autorise, qui prend une loi autorisant la ratification des amendements. Le président de la République signe les documents nécessaires et le ministre de la Justice, naturellement, va déposer les actes de ratification. Après quoi, on va rentrer au Parlement avec des propositions de loi concrètes, comme j'ai parlé de la proposition de loi sur le code pénal, une proposition de loi ou un projet de loi, ça dépend de qui prend cette initiative. Donc, ce qui fait que l'acteur principal de cette ratification ou de cette opérationnalisation plutôt demeure les législateurs. Parce que vous voyez déjà en amont, il doit autoriser la ratification, c'est l'Assemblée qui autorise, le Parlement. Mais après, pour que ces crimes-là entrent ici au niveau interne, au fait que ça soit adapté, applicable au niveau interne, il faut que les législateurs viennent encore avec des lois, comme je l'ai dit, des lois d'adaptation pour permettre à ce que l'on puisse être capable de juger les crimes d'agression. Jusqu'à quand ces crimes seront réprimés? Cela fait plusieurs années que la RDC en est victime. Pourquoi ce n'est pas réprimé? Bon, la question de jusqu'à quand et de pourquoi, je pense que je l'ai dit aux États généraux. Je n'ai pas donné une modalité qui coûterait des millions. Il suffit juste que les parlements prennent une loi. Et M. Jeff, je vous dis que cette loi peut avoir juste un article pour dire est autorisé, ou par exemple on dit le président de la République est autorisé à ratifier les amendements de Kampala. Point barre, c'est ça la loi dont je parle, la loi d'autorisation. Et le président de la République dépose les instruments de ratification. Ça veut dire que jusqu'ici, je ne comprends pas pourquoi la République démocratique du Congo ne veut pas profiter du principe de la complémentarité des compétences. Parce que la complémentarité des compétences, la CPI voudrait que ce soit les juridictions nationales qui jugent avant que la CPI ne puisse intervenir. Et que la CPI n'intervient que s'il y a manque de volonté ou incapacité au niveau de l'État. Et donc, rien ne peut nous bloquer aujourd'hui de prendre une loi. À l'État général, j'ai donné des cas. Il y a des États qui ont fait ça. L'Allemagne a fait ça. Le Luxembourg a fait ça. Parce qu'en droit pénal, il faut d'abord avoir des lois. C'est d'abord le principe de la prévention et attendre lorsqu'il y aura une agression, si vous êtes capable d'arrêter ces gens. Et quand les gens parlent de l'agression, on voit toujours Kagame. On voit, non, il n'y a pas que Kagame. Kagame peut avoir conçu les projets pour agresser la RDC. Mais il envoie des chefs d'opération militaires. Des militaires, la Kagame peut-être n'arrive pas sur le territoire congolais, mais c'est aux représentants militaires qui arrivent sur les territoires congolais pour diriger des opérations. On peut les arrêter. Et si on les arrête, ils remplissent les critères sur la qualité, on les jugera devant les juridictions congolaises comme auteurs des crimes d'agression. Et ça sera un message. Mais pour y arriver,
Tant qu'on n'a pas de loi, on va soulever des exceptions du principe de nullum crimen nulla poena sine lege. Vous n'avez pas de loi, vous pouvez pas juger, vous n'avez pas de loi, vous n'avez pas de compétences. Et c'est ça mon cheval de bataille. Il n'y a pas d'infraction de peine sans loi. Il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine sans loi. Et nous, on est à ce niveau, on est encore au niveau élémentaire, où on peut nous soulever devant une instance juste un principe élémentaire qu'un enfant de première année de graduat étudie. Et c'est ça qu'on peut nous opposer aujourd'hui sous nous hasardons à ouvrir des enquêtes pour crimes d'agression. Et pour terminer, j'ai démontré aux États généraux que la Cour pénale internationale aujourd'hui est incapable de pouvoir connaître des crimes d'agression qui se commettent sur le territoire congolais. Pour deux raisons. Premièrement, nous n'avons pas ratifié les amendements, ça nous bloque. Deuxièmement, le Rwanda, très malin, n'a jamais été parti au statut de Rome. Il y a deux dispositions dans les statuts pour les crimes d'agression. La première, un État qui est parti mais qui n'a pas ratifié les amendements, la CPI n'exerce pas la compétence à l'égard des crimes qui sont commis sur son territoire ou des crimes commis par ses ressortissants. La deuxième disposition, c'est que la Cour pénale internationale n'exerce pas sa compétence à l'égard des crimes commis par des ressortissants des États non partis. Et ça, c'est le cas du Rwanda, et nous n'avons pas ratifié. C'est pourquoi, pour l'instant, la solution salutaire, c'est que nous puissions affirmer notre compétence, notre priorité, en ayant de lois capables de pouvoir réprimer ces crimes-là devant les juridictions nationales. C'est aussi une maladie dont souffre notre justice. Bien sûr, c'est une maladie... C'est une thérapie des chocs. C'est la léthargie. Cette maladie, c'est la léthargie. Et maintenant, on en vient aux réformes que vous proposez. Voilà. Pour sortir de Justement, pour sortir de cette léthargie qui nous fait pleurnicher pour rien, alors que nous n'avons qu'à mobiliser notre Parlement pour donner aux juridictions nationales les moyens nécessaires. Et je suis convaincu que nos juges sont capables. Et justement, le tout premier moyen, c'est que, je l'ai déjà dit, on ratifie, mais maintenant sur le plan interne, première réforme, il faudrait initier la modification du code pénal congolais en intégrant les crimes d'agression qui devient le 4e crime international dans notre code pénal. Deuxième réforme, il faudrait modifier la loi sur l'organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire de 2013 et viser principalement l'article 91 qui prévoit la compétence des juridictions ordinaires en matière de crimes internationaux, notamment la Cour d'appel. Donc disposer clairement que la Cour d'appel est compétente pour juger les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes d'agression. Troisièmement, comme nous avons une compétence partagée entre les juridictions civiles et les juridictions militaires, il faudrait également modifier le code judiciaire militaire, parce que ça c'est vraiment une réforme qu'il faudrait réaliser, parce qu'aujourd'hui les juridictions militaires qui jugent les crimes internationaux, déjà au niveau du tribunal militaire des garnisons, ils siègent à 5 juges, mais avec un seul magistrat de carrière, dont un seul juriste, contre 4 juges assesseurs qui ne sont pas juristes. Cette disposition, il faut aussi la modifier. Profiter de cette réforme pour disposer qu'en matière de crimes internationaux, les juridictions militaires siègent à 5 juges de carrière ou 5 magistrats de carrière. Que ça soit vraiment une exception pour les crimes internationaux. Au 4e niveau, il faudrait qu'on modifie aussi le code de procédure pénale pour prévoir ces aspects de réparation. Et ça, je veux étendre cette proposition pour tous les crimes internationaux. L'aspect réparation à l'issue d'une audience, d'un procès, n'a pas été regardé en 2015 lors de la réforme. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons la loi qui a créé Fonarev, je crois, qui parle des fonds, une loi qui a créé tout un fonds. Donc, qui traite de la réparation des victimes. La question de la réparation des victimes. C'est le premier pilier de la justice transitionnelle. Tout à fait, le premier pilier de la justice traditionnelle. Mais on peut modifier, parce que là, c'est des cas de victimes qui n'ont pas suivi tout un processus judiciaire de procès. Ça, c'est des victimes qu'on sait identifier. Mais ici, je parle des victimes qui peuvent se pourvoir devant une juridiction pour pouvoir solliciter des réparations au juge. Et ce n'est pas seulement pour les crimes d'agression, ça peut s'étendre pour tous les autres crimes. Donc, ces 4 réformes de loi à ces niveaux nous permettent aujourd'hui de pouvoir se dire que nous pouvons juger les crimes d'agression. Mais je voudrais insister sur une chose. Sur les crimes, sur les codes pénals,
J'ai dit aux États généraux qu'il ne faut pas faire une transposition du statut de Rome en droit congolais. Parce que nous risquons de transposer les mêmes obstacles qui se trouvent à la CPI, nous allons transposer ça ici. J'ai parlé de l'adaptation proactive au-delà du minimum. Et je dois signaler ici que c'était l'objet de ma thèse de doctorat. J'ai fait une thèse de doctorat sur cette question du crime d'agression. Quand je parle de l'adaptation proactive au-delà du minimum, c'est qu'il faut considérer que les statuts de Rome nous donnent les minimums, les noyaux durs qu'il faudrait respecter, mais nous devons aller au-delà parce qu'au niveau du statut de Rome, c'est un texte négocié. Et il y a plusieurs systèmes qui entrent en jeu. Par exemple, vous allez trouver que pour les techniciens qui nous suivent, ils vont se rendre par exemple compte que c'est difficile de reprocher à une personne le crime d'agression en se fondant sur la responsabilité du supérieur hiérarchique. C'est-à-dire reprocher à un militaire d'avoir manqué à son devoir de contrôle, alors que les crimes exigent que l'auteur de ces crimes puisse poser des actes positifs, comme on dit. Or, la responsabilité du supérieur hiérarchique est fondée sur des actes négatifs. C'est-à-dire, je n'ai pas commis les crimes, mais j'ai manqué à mon devoir de contrôler. Alors, le fait que dans les éléments constitutifs du crime d'agression, on exige que l'auteur du crime pose les actes positifs, c'est impossible de le poursuivre comme on a poursuivi Jean-Pierre Bemba sur fond de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Il y a par exemple d'autres questions beaucoup plus techniques, par exemple en matière d'erreur de fait. On n'exige pas l'erreur de droit plutôt, on n'exige pas aux représentants de l'État la connaissance du droit. Parce qu'un chef d'État, par exemple, à son niveau, il sait que s'attaquer à un autre État est contraire à la Charte des Nations Unies. Ce qu'on exige de ce haut responsable, c'est la connaissance des faits. Ça veut dire, si vous connaissez les faits, on vous poursuit. Mais un haut responsable ne peut pas dire il y avait erreur de droit parce que moi je ne savais pas que s'attaquer au Rwanda, par exemple, s'attaquer au Burundi, c'est une violation de la loi. À son niveau, on dira, vous ne pouvez pas commettre cette erreur parce que vous êtes par exemple chef de l'État, vous ne pouvez pas arriver à commettre cette erreur. Ce qui fait que l'erreur de droit ne doit pas être considérée comme une cause de non-imputabilité, comme on dit. Il y a aussi par exemple l'ordre de l'autorité hiérarchique. On ne peut pas dire, j'ai reçu l'ordre de m'attaquer au Rwanda, donc comme c'est l'ordre de l'autorité hiérarchique ou l'autorité légitime, je ne peux pas être poursuivi du crime d'agression. Non, ça ne peut pas être possible. Donc c'est toutes ces questions qu'on devra commencer maintenant à élaguer pour permettre à ce que les auteurs de ces crimes puissent juger. Mais la dernière question, c'est la question des immunités. Parce que ces hauts représentants-là, on sait qu'on appelle... Oui, ils ont l'immunité des juridictions pénales étrangères. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas être jugés devant les juridictions nationales parce que c'est fondé sur la logique d'un principe latin qui dit par in parem non habet, c'est-à-dire un égal ne peut pas juger son égal. Les chefs de l'État rwandais, par exemple, ils bénéficient des immunités au nom de l'État. Et au nom de ces immunités d'État, il ne peut pas être jugé, par exemple, par la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, toutes les réflexions ont démontré... Mais il peut être jugé par une juridiction internationale. Par une juridiction internationale. Mais maintenant, en matière de crimes internationaux, toutes les réflexions ont démontré qu'on ne peut pas garantir ces genres d'immunité en matière de crimes internationaux parce que les auteurs de ces crimes ne sont rien d'autre que ces hauts représentants. Tel que je suis là, peut-être si je n'ai pas une organisation forte, je ne serai pas en mesure de commettre un crime international. Mais un chef d'État, un premier ministre, un chef d'état-major général peut commettre un crime international. Et c'est comme ça que la Commission de droit international qui travaille sur... qui oriente le droit international est en train de travailler sur les dépassements de ces immunités. Et j'ai donné aux États généraux un cas très typique, très éloquent, c'est le cas de l'Afrique du Sud. Si vous prenez la loi de l'Afrique du Sud qui a intégré les statuts de Rome, l'Afrique du Sud a posé le principe de défaut de pertinence de la qualité officielle, même à l'égard des immunités en droit international. C'est comme ça que si vous aviez suivi l'actualité à l'époque, l'Afrique du Sud était prêt à juger Béchir, à arrêter Béchir quand il était arrivé sur leur territoire. Parce que leur loi dispose que même les immunités garanties par le droit international ne s'appliquent pas devant les juridictions nationales.
Quelles réformes pour opérationnaliser la répression du crime d'agression en RDC? C'est le thème que nous venons de développer, droit et citoyenneté, qui fait la promotion de droits et devoirs. Recevez le professeur Espoir Massamaki, fondateur de l'école de pensée du droit pénal, Skiré. Oui, l'école Skiré. Skiré à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Merci professeur. Merci monsieur Jeff Ngoy. Droit et citoyenneté est maintenant terminé. Merci de votre écoute et de rester toujours branché sur la fréquence de la paix. Radio Okapi. Radio Okapi. Droit et citoyenneté. Droit et citoyenneté. Take my hand and bring me home. You can raise me high every time that I'm low. It hurts sometimes, but I will never fall. 'Cause I know it's you and me.